Là, je ne sais pas trop si c'est. Vous regardez si c'est. Vous me direz, on va faire ça quand même pendant au moins 2-3 semaines, puis on fera un bilan. Si ça ne sert à rien, on arrête. Hein, parce que ça prend du temps. Ok. Donc, application linéaire. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les problèmes, et puis, enfin 5 problèmes, et puis des structures. Alors, il n'y a pas beaucoup de résultats, mais il y a quelques démonstrations quand même. Donc, je ne suis pas sûr. Enfin, les 2 heures, vont être bien prises. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une application linéaire et opération de structure? Ça, c'est les objectifs d'aujourd'hui. Alors, d'abord, en fait, on a déjà fait ça avec les groupes. Quand on a un ensemble qui a des particularités opératoires, en fait, ça lui donne une certaine structure, au sens même au sens matérialiste du terme, c'est-à-dire une certaine structure avec des propriétés. Voilà. Donc, un espace vectoriel, ça a des propriétés. Un espace vectoriel, c'est entre autres stable par combinaison linéaire. Et donc, ce qu'on aimerait, c'est des opérations, des transformations d'espaces vectoriels dans des espaces vectoriels. Et donc il faudrait en fait qu'on puisse conserver les propriétés d'espaces vectoriels. Et donc pour ça, en fait, il faut exiger des propriétés aux transformations. Voilà. Donc la question, c'est quelles propriétés doit-on exiger aux applications d'espaces vectoriels pour que l'image reste un espace vectoriel. Ok. En fait, c'est pas très compliqué à répondre à cette question, mais puisqu'on veut que ce soit stable par combinaison linéaire, on aimerait que la combinaison linéaire, que l'application en question conserve la propriété de linéarité, en fait. Ok. Donc, bon, ça nous donnera la définition tout de suite. Alors, en particulier, on a une propriété, on a une application, quand on a une application qui regarde les coordonnées d'un vecteur, donc si on considère une base de, je sais pas quoi, de Kn, enfin d'un espace vectoriel de dimension E, de dimension n, pardon, quand on considère cette base-là, et qu'on regarde un vecteur x finalement, on peut lui associer xk par exemple, d'accord, tel que x est égal à la somme des xi et i, pour les variantes de la règle. Donc en fait, je sais pas, on pourrait appeler ça pk. C'est l'application qui en fait associe à x sa kème coordonnée. D'accord. Là, on a vu dans le cadre des matrices, mais c'est pas très compliqué de montrer que pk est linéaire. Donc si vous prenez une combinaison linéaire de x, en fait vous allez vous trouver en fonction de la somme pour i variante de la règle. Vous remplacez, hein, donc ça donne lambda xi plus mu yi ei. Et donc la kème coordonnée, ça donne lambda xk plus mu yk. C'est-à-dire exactement lambda, la kème coordonnée de x, plus mu, la kème coordonnée de y. D'accord. Donc cette application-là, elle est assez naturelle. Enfin, elle est naturelle et elle est naturellement linéaire. Ok, par rapport à ce qu'on a défini au problème précédent. Donc c'est l'application coordonnée. Alors ça va nous occuper pas mal. Enfin, ça nous occupera surtout à la fin du chapitre, puisque en plus elle a une autre propriété, c'est qu'elle va dans l'ensemble, le corps des scalaires là, et donc ce qu'on appellera une forme linéaire. Et on va étudier en particulier les formes linéaires pour des propriétés dites de dualité. Bon, ça c'est la première chose à dire sur ces coordonnées. Et il y a une deuxième chose à dire, c'est qu'en fait, quelque part, en fait, vous découpez E en sous-espaces vectoriels de dimension 1, qui sont vecte de 1, vecte de 2, vecte de 3, vecte de 4, vecte de 5, et vous regardez les coordonnées là-dessus. Et si vous vous souvenez du cours qu'on avait fait sur les espaces vectoriels, on avait aussi cette histoire-là, c'est-à-dire un espace vectoriel, soit vous le découpez en petits morceaux les plus petits possibles de dimension 1, ça fait la base, soit vous pouvez le couper en morceaux un peu plus grands, d'accord? C'est-à-dire vous prenez l'espace et vous dites, en fait, ce qu'il faut, c'est que mon espace il se décompose en somme directe de sous-espaces vectoriels qui peuvent être de dimension plus petit que 1, plus grand que 1, pardon, ça c'est pas un problème. Mais je veux écrire E plus petit, je veux écrire E comme la somme d'un espace vectoriel E1 par exemple, un espace vectoriel E2 et un espace vectoriel E3 par exemple. Je vais m'arrêter à 3. Ok? Et donc là on a la même chose en fait, on se dit ça veut dire qu'un vecteur x à un vecteur x, on peut associer naturellement x1 plus x2, enfin un vecteur x qui s'écrit x1 plus x2 plus x3, on peut lui associer, par exemple, x1. D'accord? Ok? C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'être une écriture sur une base, c'est une écriture dans une somme directe,
une somme d'espaces supplémentaires pour donner. Ok, et bien, en fait, la question c'est que dire de l'application qui a x aussi x1. Ok, et ça, c'est ce qu'on appelle une projection. Et cette projection, ça va nous occuper pas mal de temps, enfin demain en l'occurrence. Et c'est une idée générale qui sur laquelle vous aurez à penser pour l'ensemble des applications linéaires pour les 2 années de prépa. Parce qu'en fait, quand vous allez... une question qui se pose dans la deuxième année, c'est peut-on diagonaliser ou réduire l'espace vectoriel E en somme d'espaces propres? Et en fait, après, l'endomorphisme se décrira à partir des projections sur chacun des EI, qui sont propres à... Donc, la projection, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. C'est une application linéaire naturelle et importante qu'on aura à étudier. Ok, puis on regardera la réciproque demain aussi. Alors, troisième problème, que dire de l'ensemble des applications linéaires de E dans F si E et F sont eux-mêmes des espaces vectoriels de dimension finie. Donc, vous voyez, on a 2 espaces vectoriels EF, on regarde l'ensemble des applications linéaires qui mènent de l'un à l'autre, et en fait, on va se rendre compte que l'ensemble des applications linéaires est lui-même un espace vectoriel. D'accord, donc l'idée, c'est de dire, ce truc-là est lui-même un espace vectoriel. Et si E et F sont de dimension, il est aussi de dimension finie. Quelle est sa dimension? Ok. En fait, on verra même carrément que cet espace vectoriel, il est en fait en bijection avec l'ensemble des matrices de taille, dimension de E ligne, dimension de F colonne. Ok. Et ça nous permettra, alors ça c'est le module de l'existence d'une base, mais il y aura toute une partie du chapitre, ça sera justement de faire le rapport entre matrice et application linéaire. Enfin, on parlera d'application linéaire, on dira, tiens, on peut lui associer des matrices, modulo le fait qu'on ait des bases qui ont été données, fixées une bonne fois pour toutes, et réciproquement, de matrices, on peut revenir à l'application linéaire, donc on refera tout un passage dans les résultats qu'on a vus sur les matrices, on les reprendra en disant, tiens, mais en termes d'application linéaire, comment ça peut s'interpréter les résultats qu'on connaît là? Et en particulier le théorème du rang, qui est un théorème important qu'on a vu sur les matrices, on le reprendra avec les applications linéaires, on le redémontrera de manière différente, mais avec une sorte de parallèle avec ce qui est fait sur les matrices. Ce qui a été fait sur les matrices. Alors le changement de base, donc ça c'est en fait si en fait à un endomorphisme U, on peut associer une matrice, mais je vous ai dit à condition que des bases aient été précisées avant dans E et F. Ok? Si je change de base, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai toujours le même endomorphisme U, mais j'aurai une autre matrice. Donc à un endomorphisme U, j'associe une matrice ou une autre matrice sans que je change de base. Okay? Qu'est-ce que je peux dire de ces deux matrices-là? Et en fait, on va retrouver, alors selon les espaces qu'on regardera, que ces deux matrices sont équivalentes. Voire, elles sont semblables si on a même des matrices, une application linéaire qui a un endomorphisme, c'est-à-dire une application de E dans E. Ok? Et donc, on va se retrouver exactement avec, comme on l'a vu sur le groupe symétrique, c'est-à-dire une sorte de classe de conjugaison des matrices, si en fait elles dérivent toutes d'un même endomorphisme à condition de changer les bases en fait. Okay, et donc là aussi, le résultat par lequel on a terminé en disant B et A sont de même rang si et seulement si elles sont équivalentes, ça s'interprétera aussi sur le fait que si et seulement si, elles sont toutes les deux les matrices d'un même endomorphisme mais dans deux bases différentes, dans deux familles de bases différentes. Ok? Voilà, donc ça c'était les problèmes qui vont nous occuper pendant ce chapitre. Alors, structure de l'espace vectoriel, enfin, je ne dis pas encore que c'est un espace vectoriel, ça sera à la fin du 2.2, des applications linéaires de E dans F. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que cet espace? Et alors, donc, E et F sont des cas espaces vectoriels avec le même corps K, usuellement R ou C. Donc on a besoin du même corps parce qu'en fait, vous voyez, lambda, là, il agit, donc il appartient à un certain corps qui agit sur E, et ici, a priori, il agit sur F. D'accord? Le point qui est là, c'est pas tout à fait la même loi, c'est la loi sur E et la loi sur F. Donc c'est le même corps qu'il faut. Donc on va dire qu'une application U est linéaire si elle vérifie deux propriétés qu'on peut fusionner en une seule, on a l'habitude. D'abord, la stabilité par addition vectorielle. D'accord? La somme de deux vecteurs de E, si on regarde son image par U, ça donne la somme des deux images. Et puis, la stabilité par la multiplication externe, là, la loi externe, donc U de lambda x égale lambda U de x. Okay, donc ça, c'est la définition de la linéarité pour une application. Alors, en fait, en règle générale, on utilisera plutôt cette caractérisation-là. U est linéaire, si et seulement si, quel que soit xy, quel que soit lambda mu, U de lambda x plus mu y égale lambda U de x plus mu U de y
On a déjà fait un peu ce genre de choses. Donc la démonstration ici, elle n'est pas très compliquée. Donc démonstration. Alors, dans ce sens-là, par exemple, si vous voulez, donc on suppose que 1 et 2 sont vérifiés, on va vérifier le troisième, donc soit x, y, des éléments de E, lambda, mu, des éléments de K, on va appeler grand X, lambda.x, grand Y, lambda, mu.y, des éléments de E. Donc on a U de grand X plus grand Y est égal d'après 1 à U de grand X plus U de grand Y. Je remplace grand X et grand Y par leur valeur, donc ça fait U de lambda.x plus U de mu.y. Et après j'utilise grand 2, enfin le point 2, donc ça fait lambda U de x plus mu.u de y. Ok, donc ça correspond bien à ce qu'il fallait chercher dans le sens direct. Alors réciproquement, donc soit x, donc on va démontrer 1, on va démontrer 2, soit x, y des éléments de E, u de x, x plus y est égal à u de x est égal à u de 1.x plus 1.y, et on applique donc ce qu'on sait là-bas, donc ça fait 1.u de x plus 1.u de y, soit u de x plus u de y. Ok, et soit x appartenant à E, lambda appartenant à K, u de lambda.x est égal à u de lambda.x plus 0.0. D'accord, donc ça fait lambda.u de x plus 0.u de 0, ce qui donne lambda.u de x. Ok, donc ça nous donne le point 2. Alors, propriété nécessaire pour les applications linéaires. L'image de 0, c'est 0. D'accord, on l'a presque anticipé là. Et puis en fait, l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Voilà, on est sorti du cadre, c'est pas grave. Dans le cas d'une famille infinie ou d'une famille presque nulle, c'est-à-dire, dans le cas d'une famille infinie, donc si lambda est une famille presque nulle, je rappelle une famille presque nulle, c'est un support nul, enfin un support fini. D'accord, c'est-à-dire que l'ensemble des lambda i pour lequel lambda i est en 0, c'est un nombre fini, est un ensemble de combinaisons finies. L'image combinaison linéaire, donc la combinaison des images, donc ça c'est bon. Alors, donc il faut démontrer ça. Ah non, il ne faut pas démontrer. Quand même, u de 0 égale 0. Oui, Mathéo? U de 0, c'est u de x moins x. C'est u de x moins x. Ah, très bien. Ok. Donc, c'est pas ce que j'imaginais, mais pourquoi pas. Je l'attendais plutôt comme ici, 0.x. Peu importe. Donc, u de 0 égale u de 0 de x plus moins x, ou moins 1, moins x. Et donc, ça fait 1 u de x moins 1 u de x, ce qui donne 0. Donc, u de 0 égale 0. Et le point 2, comment est-ce qu'on le démontre là? On va le faire, mais juste on va le dire. Par récurrence. Et en fait, le point 3, en fait, c'est le cas de la famille presque nulle, hein, je rappelle. Lambda i est presque nul. Ça signifie en fait que l'ensemble des i, tel que lambda i est différent de 0, l'ensemble des i appartenant à grand i, tel que lambda i est différent de 0, est fini. Okay, grand i, lui, est infini. Hein. D'accord, c'est des histoires de. C'est comme pour les polynômes, quoi. Ok. Alors ensuite, alors là, une série de résultats. Ah, pardon, de définitions. Donc on appelle isomorphisme de E dans F toute application linéaire bijective de E dans F. Donc isomorphisme, alors morphisme c'est le terme générique, hein, comme application linéaire. On lui rajoute un peu
un petit comment on appelle ça, préfixe. Donc iso, ça vient pour bijectif. Endomorphisme, ça veut dire qu'on va de E dans E, on reste de E dans E. Automorphisme, c'est un endomorphisme, isomorphisme, d'accord? Et une forme linéaire, c'est une application à valeur dans K. Ok? Alors dans des vieux sujets, si vous faites des vieux sujets, des fois vous voyez homomorphisme. Homomorphisme, c'est la même chose que morphisme, en fait. D'accord? Ça sert à rien, homo, non, homo. On note L2 de F, l'ensemble des applications linéaires de E dans F. Donc éventuellement L indice K dans F si on ne sait pas trop qui est le corps, mais s'il n'y a pas d'ambiguïté sur le corps, on ne note pas. LE de K, qu'on note souvent E étoile, l'ensemble des formes linéaires sur E. On appelle ça l'espace dual de E, parce qu'on verra par la suite qu'ils ont les mêmes dimensions, et puis on passe de l'un à l'autre de manière naturelle, en particulier quand on est... Alors on le verra plutôt en fin d'année, parce que c'est très naturel lorsqu'on a une forme, quand on a un produit scalaire en particulier. Et puis quand on est en train de regarder des endomorphismes et qu'on a la flemme d'écrire 2 fois E, là, on résume en L de E. Donc si on écrit juste L de E, c'est l'ensemble des endomorphismes de E. C'est exactement comme pour Mn de K, qu'on n'écrit pas MNN de K. Et d'ailleurs, c'est très lié, puisque Mn de K, ça correspond exactement à L de E, alors que MNP de K correspond à L de E. Ok? Donc, les définitions. Alors, remarque, élément neutre, je ne sais pas ce que c'est. C'est quoi? 0? Non, c'est quoi le truc? L'identité? Non, c'est quoi le... Pour quelle loi? Ah, voilà, donc identité est neutre pour la loi rond. Alors en fait, identité, il faut préciser de où dans où. Hein. Et neutre pour la loi rond. La loi de composition, ouais. Hop. Et puis sinon, l'autre c'est quoi? 0. L'application KX associe 0. De K, E de E. On va appeler 0. Et l'application nulle pour l'addition sur L de E F. Donc, ça, je n'ai pas encore dit que L de F était un espace vectoriel. Hein. Donc, je ne vais pas encore parler des lois de L de F. Bon, on a une première remarque. C'est qu'on peut additionner, a priori, avec 0. Donnez des exemples d'endomorphisme de R. Donnez des exemples d'endomorphisme de R. Oui. X associe à X. Où A appartient à K. À R. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres exemples possibles? Non. En fait, tout est là. Il n'y en a pas d'autres. Des formes linéaires sur R4. Des formes linéaires sur E étant égal à R4. Une forme linéaire, c'est une application linéaire à valeur dans R. Allez, j'attends. On réfléchit. YZT associe X plus Y plus Z plus T. Très bien. Quelles sont nos libertés en fait? Notre liberté, c'est on obtient un seul nombre, un seul calcul. Et après, en fait, pour que ce soit linéaire, il faut que devant X, Y, Z, T, on ait une constante additive, qui peut être négative au passage. Donc on aurait pu prendre aussi 2x moins 3y plus z plus 3t par exemple. Ok? Pas de x carré, pas de xy, pas de log de t. Voilà, c'est ça les formes linéaires. Ok? Alors des endomorphismes de R, de C, du R espace vectoriel C. Donc il faut considérer des vecteurs de C qui sont pris dans le R espace vectoriel C. Dans le R espace vectoriel. Oui? E pi sur 2, multiplication par E pi sur 2. Donc l'application qui a Z associe E pi sur 2 Z. Bon, c'est-à-dire IZ en fait.
instant. Alors, est-ce que c'est une application linéaire sur R? En fait, ce qu'il faut regarder, c'est, donc je vais l'appeler psi. Est-ce que psi de lambda Z1 plus lambda 2 Z2, avec lambda et lambda 2 qui sont des éléments de R, hein, donc qu'est-ce que ça vaut ça? Donc ça fait I multiplié par lambda 1 Z1 plus lambda 2 Z2, lambda 1 IZ plus lambda 2 IZ2, donc ça fait lambda 1 psi de Z1 plus lambda 2 psi de Z2. Oui, aucun problème. Ok. Alors celui-ci en fait était un C espace était une application linéaire même sur le corps C en fait, parce qu'on n'aura plus dit pas. Est-ce que vous avez une autre idée? Oui. L'application qui a Z associée au conjugué. Voilà, j'aime bien celle-ci aussi. Donc si je prends un psi bar, l'application qui a Z associe Z bar. D'accord, donc là si je fais psi Z bar de lambda Z plus lambda prime Z prime, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le conjugué de lambda Z plus lambda prime Z prime. Et en fait, donc le conjugué du somme, ça somme des conjugués, et j'ai la multiplication par lambda, et ce coup-ci, comme lambda est dans R, là on fait quelque chose d'important. Donc là, lambda appartient à R. Donc j'ai pas de lambda bar, Z bar plus lambda prime, Z prime. Voilà. D'accord? Et donc ça fait bien lambda psi de Z plus lambda prime, psi de Z prime. On a bien quelque chose qui exploite le fait qu'on soit dans R. Ok? Mais l'autre était juste aussi. Hein, mais... Alors ensuite, une application linéaire sur l'ensemble des fonctions continues de R dans R. Alors, pardon, des fonctions de classe C1 de R dans R. Donc on prend une fonction de classe C1, on retrouve à l'arrivée une fonction de classe C1, et ce calcul doit être linéaire. Alors est-ce que vous avez des idées? Oui. Une fonction, et on la multiplie par une fonction. Alors, donc, à f, j'associe Lambda f. lambda qui est une fonction? Un nom classique? Bon, est-ce que je fais exponentielle de t fois f? Ok, donc en fait, plus exactement, pour dire les choses comme il faut, à f, j'associe l'application qui a t associe exponentielle de t fois f de t. D'accord? Est-ce qu'elle est de classe C1? Oui, l'application qui a été associée exponentielle de t fois f de t est de classe C1. Donc ça marche. Donc ça appartient bien. Si f est de classe C1, surtout là, il vient de C1, classe C1. C1. Et si je fais θ de lambda f plus mu g, j'obtiens bien encore en t. J'obtiens l'exponentielle de t de lambda f de t plus mu g de t. Donc lambda et mu sont des constantes, exponentielle de t, f de t, g de t, c'est machin, donc c'est lambda, θ de f de t, plus mu, θ de g de t. Ok? Donc on a bien une fonction alors dans 2C1 dans C1, d'accord? L'idée c'est qu'elle a été multipliée par une constante qui est une fonction, enfin qui est une constante dans le monde des... Enfin, c'est multiplié par quelque chose qui est une fonction. Ok, alors je vais maintenant donner un exemple ici. Ah, oui, pour KDX les applications linéaires du R espace vectoriel C dans R. Ah oui, j'oubliais ça. Bon, c'est pas grave. Du R espace vectoriel C dans R. Par tiret, par exemple. Ça te va? Ok. Et dans KDX un polynôme. Oui. Un polynôme P associé à sa valeur. P associe P'. Ok. Bon, on va être P' plus P seconde. Ok. Donc on obtient, alors on va l'appeler, je sais pas quoi, oui, ah, on va le mettre. J'en mets. Merci. Donc on a delta de lambda p plus mu q qui est égal à lambda p' plus mu q' plus lambda p seconde plus mu q seconde égale lambda delta p plus mu delta q. Ok? Alors ensuite,
Donc, petit exercice, soit E, le sous-espace vectoriel de f de R dans R constitué des fonctions indéfiniment dérivables sur R, soit D, l'application qui a une fonction E associée à sa dérivée, celle qui a I l'application qui a F associée à sa primitive, une primitive qui s'annule en 0, enfin la primitive qui s'annule en 0, pardon. Vérifier que 2 et I sont des endomorphismes de E. S'agit-il d'isomorphisme? Que peut-on dire de D rond I et de I rond D? Donc le fait que la dérivée soit linéaire, c'est vraiment un truc très important. Hein. Alors pourquoi la dérivée est linéaire de manière générale? Enfin, là on va aller vite, mais qu'est-ce qui est fondamental là-dessus? Qu'est-ce qui explique ça fondamentalement? Oui, Mathieu? La limite, c'est linéaire. Et voilà, parce qu'en fait la dérivée c'est à un point une limite. Et en fait la question de la limite c'est linéaire. En fait, beaucoup de choses dérivables, beaucoup de choses en cours d'analyse est associée va donner des choses qui vont être linéaires, et c'est essentiellement parce que c'est associé à la question de la limite, et que la limite c'est linéaire. Okay. Alors, donc ici, dans l'exercice, l'utilisation d'une dérivée, ok, donc oui, bah ça fait partie de, on sait bien, d de lambda f plus mu g égale lambda f plus mu g prime égale lambda f prime plus mu g prime égale lambda d de f plus mu g plus mu d de g. Donc ça, c'est donc d linéaire. Alors ensuite, la primitive. Donc la primitive de lambda f plus mu g, ça va être ici, c'est celle qui s'annule en 0, donc c'est l'application, alors en t, c'est égal à l'intégrale de 0 à t de lambda f plus mu g de u du. D'accord? Donc le produit, lambda f plus mu g de u, c'est lambda f de u plus mu g de u, c'est linéaire. L'intégrale de lambda f, c'est lambda l'intégrale de f, etc. L'intégrale d'une somme, c'est la somme des intégrales, donc pour des raisons aussi de limite en fait. C'est l'intégrale de 0 à t de f de u du, plus mu fois l'intégrale de 0 à t de g de u du. Et donc ça nous donne lambda i de f plus mu i de g. Donc c'est linéaire. Vérifiez que... Alors, ce sont bien des endomorphismes, alors j'ai oublié de le dire. Si f appartient à l'infini, f' appartient à l'infini aussi. D'accord? Si f est de classe infini, f' est de classe infini. De même, si f appartient à l'ensemble des fonctions de classe infinie, i de f appartient aussi à l'ensemble des fonctions de classe infinie. Ok? S'agit-il d'isomorphisme? Alexandre. D n'est pas un isomorphisme, I en est un. Il existe plusieurs fonctions qui ont la même dérivée. Ok. Telle constante suit de chez Donc d de f plus constante, tu dis, plus c est égal à d de f. D'accord? Donc d n'est pas injective. Donc d n'est pas bijective. Donc n'est pas un isomorphisme. Ça c'est vrai. Ok. Et I. on a une application inverse, c'est en fait D. Ah mais oui, mais D elle n'est pas bijective. Ah oui. Attends. Quand on intègre, là ici la primitive c'est fini dans 0, Oui. aussi des équations. Ok. Un exemple. Une fonction qui serait de classe infinie qui n'admettrait pas d'antécédent par I. Exponentielle de t, ça te va? Donc l'application qui a t associée exponentielle de t appartient à E, d'accord, mais n'admet pas d'antécédent. Par I, sinon, on va l'appeler E par exemple, x, on va l'appeler. Sinon, x de 0 serait égal à 0. D'accord? Par l'absurde, en fait, elle ne met pas d'antécédent. Donc,
I n'est pas surjective. Alors ça, c'est l'occasion de réfléchir à un truc dont on a parlé une ou deux fois, mais pas aussi explicitement, je pense. Si on fait maintenant le calcul d rond I et I rond D, donc on voit en fait que I et D sont en rapport fort l'un avec l'autre. Mais il y en a un qui n'est pas injectif, l'autre qui n'est pas surjectif. Il y a une raison, hein, c'est très lié, alors on va voir ça. Donc si on fait D rond I de F, donc je regarde la primitive de F qui s'établit en 0 et je la dérive. Qu'est-ce que j'obtiens? F. Et ça c'est vrai, quel que soit F appartenant à C infini. Ok? Donc, D rond I égale l'identité sur E. Ok? Et ça, qu'est-ce que ça nous assure? Par rapport à D et à I. Est-ce que ça nous assure que D est injectif, par exemple? Non? Est-ce que ça nous assure que D est surjectif? Normalement, non, parce que D n'est pas surjectif. Si je prends F maintenant, regardez, mais si F il a un antécédent par D, F a pour antécédent, ah voilà, c'est bon. F a pour antécédent I de F. Donc D est surjective. Très bien. Et maintenant, si je prends F1 et F2, F1, F2, tel que I de F1 égale I de F2. D'accord, je regarde s'il est injectif. Oui. Et voilà, on va composer par D, mais c'est la même chose. Donc j'obtiens D de I de F1. Ça fait F1, ça. Et ça fait D de I de F2. C'est égal, hein, parce que l'application D est bien définie. Ici, A égale B, D de A égale D de D. C'est l'application. C'est F2. Donc, F1 égale F2. Donc, I est injective. Autrement dit, quand vous avez une des compositions là, parmi les deux compositions, D rond I et I rond D égale l'identité, si vous en avez l'une des deux qui est vraie, vous avez la surjectivité de l'un et l'injectivité de l'autre. Okay, et si vous avez la deuxième, alors à ce moment-là, vous allez avoir la surjectivité de l'autre et l'injectivité de l'un, donc les deux vont être injectifs surjectifs, donc les deux vont être bijectifs. Okay, en fait, ça marche en règle générale comme ça. Et quand vous avez deux qui sont presque à se compléter, si vous avez une des compositions qui va, ça veut dire que l'un va être surjectif et l'autre injectif, mais pas le deuxième sens. Donc maintenant, on va regarder le deuxième sens. Donc c'est-à-dire I rond D de F. Est-ce que I rond D de F égale F? Non, I rond D de F va être égal à F moins F0. D'accord, c'est la primitive de la dérivée de F qui s'annule en 0. Donc ça est défini comme F à une constante additive près qui s'annule en 0. Ok, donc I rond D de F égale F moins F de 0. Donc c'est pas l'identité. Ok, et donc vous n'avez pas l'injectivité de D et la surjectivité de I. C'est ça? Voilà. Ça correspond bien à ce qu'on avait avant. Ok? Ça va? Alors, montrer la bijectivité. L'exemple précédent montre qu'il faut bien les deux conditions F rond G égale l'identité et G rond F égale l'identité pour pouvoir affirmer que F ou G est bijectif. Mais si vous en avez une des deux, vous avez quand même des choses à dire. Vous pouvez dire que celle à l'intérieur est injective, celle à l'extérieur est surjective. Alors, exercice qui est un exercice important. Soit F et G, deux sous-espaces vectoriels de E, on considère l'application phi qui au couple xy de F et de G associe le calcul x plus y. Montrez que phi est linéaire, à quelles conditions sur F et G est-ce un isomorphisme? Et quel est l'isomorphisme réciproque?
Alors d'abord, est-ce que c'est linéaire? Si on arrive à démontrer que c'est bijectif, ça veut dire qu'on a toutes les informations de E sont dans FG, dans le produit cartésien FG. Alors, phi est linéaire. Donc je fais phi de lambda. Alors je prends un couple XY et un autre couple X', Y' dans E dans F. D'accord? Et je prends également deux nombres scalaires. Ok, je vais regarder l'image par phi de la combinaison linéaire de ça. Donc phi de lambda xy plus lambda prime x prime y prime. Donc d'abord, je regarde l'addition du produit cartésien. On avait vu en cours sur les espaces vectoriels que le produit cartésien de F c'est un espace vectoriel. D'accord? Dont la règle additive, c'est en fait phi de lambda x, lambda y, plus lambda prime x prime, lambda prime x prime, lambda prime y prime, donc ça fait lambda x plus lambda prime x prime, couple lambda y plus lambda prime y prime. Ok? Et puis après, j'applique la formule là. Donc ça donne lambda x plus lambda prime x prime, plus lambda y plus lambda prime y prime. Et j'aimerais montrer que c'est lambda fois l'image par phi de xy. Donc il faudrait que je fasse. C'est-à-dire qu'il faudrait que je trouve x plus y. Ah oui, c'est bon. Donc lambda x plus y. Plus lambda prime x prime plus y prime. Soit encore lambda phi de xy plus lambda prime phi de x prime y prime. Ok? Donc phi est linéaire. Alors, deuxième question. À quelles conditions phi est un isomorphisme? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire injectif, bijectif, surjectif. C'est quoi? C'est pas que les deux espaces doivent être disjoints, un truc comme ça. Peut-être. Ouais, il y a un truc comme ça, en tout cas. Mohamed? Il faut que les deux espaces vectoriels soient supplémentaires. Il suffit, les deux. Les deux. Donc, nous, on va essayer de démontrer tout ça. Ouais. Alors, il y a des mains encore, alors j'attends. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Montrer que le motif dans E, il existe un mini-couple XY tel que, par exemple, si on prend un élément Z dans E, ou un mini-couple XY tel que Z égale X plus Y, ça c'est exactement la définition que F et G sont en somme directe et que leur addition fait E. Voilà, donc c'est supplémentaire, en fait, ça. Donc ça tient en une ligne, on va l'écrire, mais je vais couper un peu plus tard, mais en fait, tout simplement, en fait, phi est bijective, c'est-à-dire isomorphisme. C'est équivalent à dire que quel que soit Z appartenant à E, il existe un unique couple XY appartenant à F croix G, tel que Z égale X plus Y. Et ça, c'est exactement la définition de E, s'écrit comme la somme directe de F et de G. Donc, en effet, on a l'équivalence tout de suite. Ça fait deux lignes. Hein. Oui? Ici, la somme directe, elle nous est sur l'injectivité. Voilà, donc c'est ça qu'on va regarder tout de suite. Donc, si maintenant on réfléchit en termes d'injectivité, surjectivité, donc phi est injective, c'est équivalent à dire que, donc, quel que soit x, y, x', y' appartenant à la croix f, phi de xy égale phi de x', y' implique x égale le couple xy égale le couple x', y'. D'accord? C'est ça l'injectivité. Hein? Donc c'est équivalent à une implication. Soit encore, quel que soit xy, x', y',
appartenant à E croix F, x plus y égale x' plus y' implique x égale x' et y égale y'. Ce qui est la même chose que de dire en fait x moins x' plus y moins y' égale 0 implique x moins x' égale 0 et y plus y' égale 0. Donc c'est la même chose, tu vois. C'est la même chose, vous voyez, que de dire la chose suivante, donc quel que soit x, y appartenant à E croix F. Alors je vais mettre grand X, grand Y appartenant à E croix F. Tel que grand X plus grand Y égale 0. Donc grand X en fait c'est petit x moins petit x'. Grand Y c'est petit y moins petit y'. On a x égale 0 et y égale 0. Et ça c'est la définition de les espaces F et G sont en termes directs, soit ou encore F inter G égale dans la singleton. Pardon. Merci. Singleton 0. Oui. Tous les E fois F, c'est du F fois G. Ah, pardon. Merci. Donc, en fait, l'injectivité, c'est la somme est directe. Et la surjectivité, c'est supplémentaire. Ça, c'est facile, c'est plus évident. C'est plus immédiat. Si surjective est équivalent à quel que soit Z appartenant à E, il existe XY appartenant à E croix F, à F croix G, tel que Z égale à X plus Y, c'est exactement la même chose que de dire en fait que E s'écrit sous la forme F plus G. Alors, pas tout à fait. Cette phrase-là, elle n'implique pas tout à fait l'égalité, elle implique cette inclusion-là. Hein. D'accord ? Mais comme on sait que F, ce qui est équivalent à E égale F plus G, car F est inclus dans E, G est inclus dans E, et donc F plus G est inclus dans E, parce que je vous rappelle que F plus G, c'est le plus petit des espaces vectoriels réels qui contient F et qui contient G. Et E est un espace vectoriel qui contient F et qui contient G, donc F plus G va être plus petit que lui, donc il est inclus dedans. Ok ? Donc en fait, bon là on a directement le résultat avant la question, mais concrètement, en fait, la somme directe c'est l'injectivité, le fait que la somme fasse E, c'est la surjectivité. Ok, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre pourquoi dans nos définitions, on avait bien deux sous-définitions, parce qu'elles sont liées à deux sous-définitions, injectivité et surjectivité. Alors, ensuite, image et noyau. Donc, deuxième morceau sur les espaces vectoriels. Je ne sais pas si on est toujours dans la même partie. Donc, on appelle noyau de U l'ensemble des X de l'espace de départ, tel que U de X égale le 0 d'espace d'arrivée. On avait déjà ça pour les morphismes de groupe au passage. Et image de U, l'ensemble des Y de F, qui en fait a un antécédent dans E par U, donc tel qu'il existe X, tel que Y égale U de X, soit encore selon U de E. Okay. Donc, en fait, quart de U est un sous-espace vectoriel de E, image de U est un sous-espace vectoriel de F, mais en fait ça c'est un cas particulier de ce qu'on va démontrer, c'est-à-dire de manière générale, si V est un espace vectoriel de E et W un sous-espace vectoriel de F, alors les antécédents de W forment un sous-espace vectoriel de E, et les images de V par U forment un sous-espace vectoriel de F. D'accord ? Et je vous rappelle, c'était le but de ce qu'on voulait. On voulait une définition sur des applications de manière à conserver les espaces vectoriels, en fait. Donc je vous redonne la définition de U de V, donc c'est l'ensemble des U de X pour X appartenant à V, c'est pas très compliqué. Par contre, ici, U moins 1 de W, attention, hein, c'est un ensemble, c'est pas des images réciproques. U peut ne pas être bijective, hein, il n'y a aucun problème avec ça. C'est tous ceux qui, lorsqu'on leur applique U, arrivent dans W. Donc on va démontrer cette histoire d'espace vectoriel, et puis on l'appliquera au noyau et à l'image, en cas particulier en fait. Une démonstration. Alors, on va commencer par l'image directe, c'est en général plus facile.
Donc, pour démontrer que l'image directe est un espace vectoriel, on va prendre deux éléments d'image directe, on va faire la combinaison linéaire. Donc, soit y1 et y2 des éléments de U de V, soit lambda 1, lambda 2 des éléments de K. Ok? Et donc, on aimerait démontrer que lambda 1 plus lambda 1 y1 plus lambda 2 y2 appartient à U de V. Donc, on voudrait démontrer que lambda y1 plus lambda 2 y2 égale gna 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 et à la fin appartient à U de W. Dans ces cas-là, on aura démontré que U de W est stable par combinaison linéaire. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on sait faire? Pas grand-chose. Ce qu'on sait dire, c'est qu'en fait, il existe x1 et x2 appartenant à V, tel que y1 est égal à U de x1 et y2 est égal à U de x2. Donc on remplace, ça nous fait lambda 1 U de x1 lambda 2 U de x2, et il reste à appliquer la propriété de linéarité, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens rentrant, le bilan on l'utilise dans le sens sortant, mais c'est vrai dans les deux cas. Donc ça fait U de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, et ça j'affirme que ça fait partie de U de W, car W est un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel de... attendez, c'est V. Car V est un espace vectoriel de E, et que lambda 1, donc, lambda x1 plus lambda 2 x2 appartient à V. D'accord? C'est-à-dire une combinaison linéaire d'éléments de V. Donc j'ai bien lambda x1 plus lambda 2 x2 qui appartient à V, donc lambda y1 plus lambda 2 y2 est bien l'image par U d'un élément de V. Ok? C'est pas très compliqué, à condition de savoir ce qu'on veut faire. Si on ne sait pas ce qu'on veut faire, c'est compliqué. Et si vous trouvez que c'est compliqué, c'est quasiment équivalent. Si vous trouvez que c'est compliqué, c'est que vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Ok? Donc, alors maintenant, on va démontrer que U-1 de W est un espace vectoriel. Donc pareil, soit x1, x2 des éléments de U-1 de W, soit lambda 1, lambda 2 des éléments de K. Donc on aimerait démontrer que lambda 1, lambda 2, lambda x1 plus lambda 2 x2 appartient à U-1 de W. D'accord? Si on fait ça, on va gagner. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que quelque chose appartient à U-1 de truc? Et bien on lui regarde si on regarde son image par U. Donc faisons le calcul U de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2. Il n'y a que comme ça qu'on saura si ça appartient à U-1 de W ou pas. Donc ce coup-ci on fait la linéarité dans le sens habituel, donc ça fait lambda 1 U de x1 plus lambda 2 U de x2. Or, par définition, x1 appartient à U-1 de W, donc U de x1, ça appartient à W. De même, U de x2 appartient à W. Et W est un espace vectoriel, donc la combinaison linéaire de ces deux éléments de W est un élément de W. Donc tout cela appartient à W, car W est un sous-espace vectoriel de F, et donc U de lambda x1 plus lambda 2 x2 appartient à W, c'est-à-dire lambda x1 plus lambda 2 x2 appartient à U-1 de W. Donc, U de U-1 de W est un sous-espace vectoriel de E. Voilà. Donc ça, c'est les cas qui sont là. Alors maintenant, on va regarder l'image de U et le noyau de U. Donc il va falloir qu'on applique. Donc l'image de U, c'est quoi? C'est en fait U de E. Donc on va prendre V égale E. On a U de V égale l'image de E. Et donc un sous-espace vectoriel de F. On retient à l'image de U. Et donc un sous-espace vectoriel de E. Et deuxième cas, 0, singleton 0, est un sous-espace vectoriel égal W est un sous-espace vectoriel de E. Donc U-1 du singleton 0, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs dont l'image par U donne 0, c'est-à-dire exactement le noyau de U. D'accord? Ça c'est la définition. Hein. Et qu'un sous-espace vectoriel
de E. Là, c'est le, ça, je me trouvais, c'est F. D'accord? C'est en tant que élément de F. Voilà. Ça va? Alors, encore un exemple, ou un exercice. Montrer que l'application de R3 dans R2, qui a XY associe X plus Y moins Z, XYZ, pardon, si X plus Y moins Z et X moins Y plus 2Z est une application linéaire de R3 dans R2, déterminer son noyau et son image. Donc, ça sera notre exemple typique de comment on fait pour calculer le noyau et l'image de quelqu'un. Donc, exercice. Alors, on voit bien sûr qu'on retrouve exactement l'exemple, enfin, des exemples qu'on vient de faire. Hein. En fait, enfin, plus tard, on le dira comme ça, mais à XYZ, c'est une combinaison linéaire de XYZ deux fois, donc ça va donner quelque chose qui a un espace de 1 et une application linéaire. Donc, pour l'instant, on le fait, hein, mais. Donc, U de lambda XYZ plus lambda prime X prime Y prime Z prime égale U de lambda X plus lambda prime X prime en virgule lambda Y plus lambda prime Y prime lambda Z plus lambda prime Z prime. Ok, donc ça nous donne lambda X plus lambda prime X prime plus lambda Z, Y, pardon, plus lambda prime Y prime, moins lambda Z plus lambda prime Z prime. Ça, c'est la première des coordonnées. Et la deuxième, lambda X plus lambda prime X prime, moins lambda Y plus lambda prime Y prime, plus 2 fois lambda Z plus lambda prime Z prime. D'accord? Si vous avez du mal, en fait, j'ai pris ici grand X, grand Y, grand Z, et j'ai donc utilisé grand X plus grand Y moins grand Z, et grand X moins grand Y plus 2Z. Ok? C'est la définition. Je recombine les lambdas ensemble et les lambdas prime ensemble. Donc ça fait lambda facteur de X plus Y moins Z plus lambda prime facteur de X prime plus Y prime moins Z prime pour la première coordonnée. Et pour la deuxième coordonnée, lambda facteur de X moins Y plus 2Z plus lambda prime X moins X prime moins Y prime plus 2Z prime. D'accord? Et là, en fait, on reconnaît une combinaison linéaire de deux vecteurs qui est lambda fois le vecteur X plus Y moins Z X moins Y plus 2Z et lambda prime fois le vecteur X prime plus Y prime moins Z prime X prime moins Y prime plus 2Z prime. Soit exactement lambda U de X, Y, Z plus lambda prime de U de X prime, Y prime, Z prime. Donc les propriétés de la linéarité des applications de E dans F. D'accord? Donc U est bien une application linéaire. Ça marche? R3 dans R2. Ok, donc ça c'est super classique et ça prend pas un quart d'heure de colle. Hein. La semaine prochaine, là, vous ne faites pas 3 minutes pour. Enfin, 3 minutes ça va, vous n'avez pas un quart d'heure pour faire ça. Hein. Sinon, je considérerais que vous jouiez la montre. Alors, déterminer son noyau. Alors, le noyau, c'est toujours pareil. Le noyau, c'est, on va regarder l'ensemble des x, y, z, tel que U de x, y, z égale 0. Enfin, 0 de R2. Alors ici, à chaque fois qu'on va calculer le noyau ou l'image, ça se terminera toujours par une résolution de système. Donc, pitié, ne dites pas, image, machin, ah ouais, il faut que je résoudre le système, mais je ne sais jamais c'est quel système, on s'en fiche, hein. Résoudre le système, c'est plus notre problème. Résoudre un système, c'est le problème en début d'année. Le problème à nous, c'est de trouver quel est le système, c'est pas très compliqué. Donc, c'est faire en sorte la démarche pour arriver au système. Après, la résolution, ça prend 2 secondes, c'est. Ok, l'enjeu, c'est pas la résolution du système. L'enjeu, c'est comment est-ce qu'on arrive au système. Donc si vous me dites, en fait, je sais résoudre le système, mais je ne sais pas quel est le système qu'il faut prendre, c'est que vous n'avez rien compris. D'accord? Et c'est que sur la compétence qui est évaluée en ce moment, c'est 0. Ok? Donc cœur de x, c'est l'ensemble des x, y, z, tel que machin.
Donc c'est pas très compliqué, vous dites, je sais pas, x, y, z appartient au noyau de U, c'est équivalent. Donc on va raisonner par double équivalence, enfin par équivalence, donc par double inclusion. Et bien à quoi? Bien à U de x, y, z égale le double 0, 0, donc on applique. Hein. Et donc ça fait x plus y moins z égale 0 et x moins y plus 2z égale 0. Donc ce qu'on veut obtenir au bout du compte, c'est un espace vectoriel. Ok? On a vu que le noyau de U c'est un espace vectoriel. Donc j'aimerais bien l'écrire comme un espace vectoriel. Alors soit vous me donnez une base, soit vous me dites, vous me donnez une équation, enfin je m'en fiche. Mais... Donc là ici, 3 inconnus, 2 équations, donc une variable libre. Alors je sais pas, on va prendre z par exemple, donc ça me donne x plus y égale z, x moins y égale moins 2z. D'accord? Mais ça c'est des trucs de début d'année, hein. Donc ne me dites pas j'ai rien compris à ça, hein. Vous avez le droit, mais c'est trop tard. Donc on additionne, avec un peu de place, ça nous donne, donc j'additionne, donc 2x égale y moins z moins 2z, donc ça fait moins z, donc x égale moins 1,5 de z, si je ne me suis pas trompé. Et je retranche. Donc j'obtiens z, j'obtiens 3z, y égale 3,5 de z. D'accord? Donc si je fais moins 1,5 plus 3,5, ça fait 2,5, donc z. Et si je fais moins 1,5 moins 3,5, ça fait moins 4,5, donc moins 2z. Ça marche? Donc qu'est-ce que j'obtiens pour le noyau de U là ou... Je l'écris direct le noyau, je l'écris appartient à bidule. Clair de U, ok. Donc le noyau de U, c'est en fait l'espace vectoriel engendré par moins 1,5, 3,5, 1. Le vecteur, quand on a fait le cours sur l'espace vectoriel, j'ai eu quelques questions là-dessus. Hein. Ici, l'espace cœur de U, il a quelle dimension? 1. D'accord? Il est engendré par le vecteur qui a 3 coordonnées. Mais il n'a pas une dimension 3 avec 3. D'accord? Ok, bon, très bien. Fastoche. Enfin, fastoche, faisable. Et l'image de U maintenant. Alors l'image de U, c'est. Tiens, comment on peut calculer l'image de U? C'est un tout petit peu plus subtil. Oui, j'entends. On prend un couple AB Oui. et on regarde les x, y, z que x plus y moins z égale a et x moins y plus 2z. Oui. Et Ok. Je vous dis, le couple AB appartient à l'image de U, est équivalent à il existe un triplet x, y, z appartenant à R3, à K3, je crois, R3, tel que le système, donc x plus y moins z égale A, et x moins y plus 2z égale B. En règle générale, c'est le même système, mais celui-ci est homogène. Donc en règle générale, c'est plus facile à calculer, on ne s'intéresse pas au deuxième membre. Alors que là, justement, l'enjeu, c'est le second membre. Donc, la question, c'est est-ce que, pour tout AB, j'ai l'existence de x, y, z, ou alors est-ce qu'il y a des AB pour lesquels on l'a, est-ce qu'il y a des AB pour lesquels on ne l'a pas? C'est ça l'enjeu. Ok, donc ici, toujours pareil, hein. Donc en fait, on va avoir la même chose que tout à l'heure. Donc il existe x, y, z à partir de R3, tel que, je sais pas, x égale moins 1,5 de z plus a plus b sur 2, et y égale 3,5 de z plus a moins b sur 2. En faisant L1, elle reçoit 1,5 de L1 plus L2, et L2 reçoit 1,5 de L1 moins L2. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on en pense de ça? Est-ce qu'on va toujours trouver des antécédents pour tout AB? Bah oui. Vous prenez A et B égale 42 et 27. D'accord? Vous prenez Z égale 0. Ok? Vous prenez 42 plus 27 sur 2 pour X. 42 moins 27 sur 2 pour Y. Et vous allez avoir un couple, un triplet X, Y, Z, avec Z égale 0, je rappelle, qui est solution du problème. Ok? Donc, ici, qu'est-ce qu'on en conclut? Quel que soit AB appartenant à R2, il existe x, y, z
appartenant à R3. Alors je peux même leur donner une valeur, par exemple. Donc j'ai dit hein, A plus B sur 2, A moins B sur 2, 0. D'accord, par exemple. Qui appartient à 3, tel que l'image de U, tel que n'importe quoi. Tel que U de x, y, z égale AB. D'accord, donc ça veut dire que l'image de U, c'est en fait R2. Ok, alors on verra. Mais on en a déjà anticipé ça. Il y a un théorème du rang équivalent. C'est-à-dire la dimension du noyau plus la dimension de l'image doit être égale à la dimension de l'espace de départ. Donc là on avait 1, là on a 3, là on a 2. Vous pouvez s'y attendre. Ok, comme par ailleurs, il est inclus dans R2, bon bah c'était R2 en fait. Ok. Alors autre méthode pour calculer l'image de U, donc ça je voulais vous le mettre dans le cours, j'aurais dû le mettre. Donc il y a cette option-là qui est la bonne, qui est la méthode normale, c'est-à-dire je regarde à quelles conditions sur A, B, C, enfin sur des éléments de l'espace de départ, d'arrivée, j'ai des antécédents. Okay. Une autre méthode, c'est de regarder si E est de dimension finie. Si E est de dimension finie. Enfin, de toute manière, je vais le donner par la suite. Hein. Mais je vous le mets là parce que. Mais on va le donner, je vais vous l'expliquer dans un quart d'heure, même pas, dans 5 minutes. Si E est de dimension finie, que B égale E1, ER est une base de E, alors, im de U, en fait, c'est l'espace vectoriel engendré par U de E1, U de ER. Donc, une autre option, c'est de prendre les vecteurs de base, regarder l'image de chacun des vecteurs de base, et regarder l'espace vectoriel qui est engendré par ces vecteurs, par ces images. Ça vous donne im de U. Ok? Bon. Donc, autre méthode. Mais je vais vous l'expliquer dans même pas 3 minutes. Hein. Ok? Mais je la mets là parce que comme je ne sais pas comment vous allez. Non, regardez, c'est juste en dessous là. Bon, il y a une démonstration avant. Alors, critère d'injectivité et de surjectivité. U est injectif. Pardon. U est injective si le noyau de U c'est 0 et U est surjective si l'image de U c'est F. On l'a déjà fait cette démonstration-là. Enfin, on avait déjà fait ça avec les morphismes de groupe. Donc, démonstration. Alors, il y en a un qui est facile. U est surjective. D'accord. Par définition, image de U, c'est U de E. Donc U est surjectif. U est surjective, c'est exactement équivalent à dire que F, l'espace de départ, enfin, l'ensemble d'arrivée, et tous les éléments de l'ensemble d'arrivée sont atteignables par U appliqué à l'ensemble de départ. Ça, c'est la définition de la surjectivité. Là. F égale U de E. F est surjectif, U est... Voilà. Mais U de E, on a dit que ça, c'était im de U, donc c'est équivalent à dire que F égale im de U. D'accord? Donc ça, c'est facile. Il n'y a besoin de rien. C'est juste la définition. Là, il y a un petit calcul, parce qu'en fait, la définition, c'est l'injectivité, c'est x prime. U de x égale U de x prime implique x égale x prime. Et alors qu'ici, on regarde seulement 0. Donc, il y a un petit travail. Un sens, c'est facile. Dans l'autre sens, c'est un petit travail. Donc, dans l'autre sens. Alors, si U est injective, voilà. Maintenant, je vais prendre x, un élément du noyau de U, soit x, un élément du noyau de U. Alors, on a U de x qui est égal à 0, mais 0, on a vu au début d'heure que c'était U de 0. Okay? Et U est injective. Donc, x égale 0, car U est injective. Donc ça veut dire que quand on appartient au noyau de U, eh bien on est nul. Donc ça veut dire que le noyau de U est inclus dans le singleton 0. On sait que le singleton 0 est dans tous les espaces vectoriels.
On sait que le noyau de U est un espace vectoriel, donc 0 est inclus dans le noyau de U. Donc ça nous donne que le noyau de U égale 0. Mais vous voyez, je n'ai pas utilisé toute l'injectivité, j'ai utilisé seulement l'injectivité en 0, entre guillemets. Alors maintenant, il faut faire la réciproque. Est-ce que ça tient sur ce petit bout de tableau? Si je force, mais bon, on va pas forcer. Réciproquement. Donc ça, c'est une suite de là. Donc si le noyau de U égale 0. Donc on doit démontrer que c'est injectif, donc soit x, y, soit x, x', les éléments de E, tels que U de x égale U de x'. Donc il faut revenir à 0, et il faut utiliser le fait que U soit linéaire. Donc U de x égale U de x', ça implique que U de x moins x' égale à U de x moins U de x', c'est-à-dire égale 0. Donc x moins x' appartient au noyau de U. Et ce noyau de U, il est réduit à 0. Donc x moins x' égale 0, c'est-à-dire x égale x'. D'accord? Et donc, U est injective. Tac. Ok? Oui, Là, on utilise le fait que toute fonction linéaire soit égale à 0 en 0. exactement. On a ici, là. Ça, c'est vrai parce que U est une application linéaire. Donc on l'utilise aussi, l'application linéaire. Oui, j'attends. On a un équivalent à l'implication. Ensuite, on fait passer de l'autre côté dans chaque côté de l'implication. Et donc on a U de grand x égale 0 implique x égale 0. Voilà. En fait, tout à l'heure, quand j'ai fait cette histoire de... quand j'ai mis grand x égale x moins x', et y égale y moins x' en utilisant... pour l'exercice de phi qui est au couple FG associé dans E, qui est au couple XY associé X plus Y, alors j'étais un peu... Alors en fait, bon, j'ai mis équivalent parce qu'on n'a rien dit, il y a quand même un sens dans l'équivalence qui mérite à mon avis une petite précision. Bon, comme ce n'était pas mon souci, je vais passer vite. Donc si on continue à passer vite, on peut le faire là. Ok, mais comme ici c'était une démonstration, je voulais le faire un peu plus proprement, donc j'ai préféré couper en deux mes deux implications. Mais en effet, l'application x moins x', enfin qui a x, x associé x, grand x égale x moins x', tout à l'heure c'est un peu rapide quand même, je sais pas ce que tu en penses, mais de fait, une fois qu'on l'a compris, ça va vite. Hein. Ok? Voilà. Mais en faisant exactement cette méthode-là, oui, on a l'équivalence. L'application linéaire D qui a un polynôme P associé P' est à l'injective surjective. Oui, et voilà. Déjà, elle n'est pas injective. Oui. Le paire de D, c'est l'ensemble des P. X, c'est égal à P plus égale 0. Oui. Et du coup, c'est l'ensemble des polynômes de degré. Presque. De degré 0, pardon. Degré 0. Et donc c'est différent du singleton 0, donc D n'est pas injective. Est-ce qu'elle est surjective? Est-ce que tout polynôme peut s'écrire comme la degré de quelqu'un? Oui. Bon là ça fait plus un argument de force, mais... D'accord, tout polynôme est la dérivée d'un... Oui. Est-ce que quand vous dites K0 de x, vous comptez le polynôme nul ou pas? K0, c'est l'ensemble des polynômes dont le degré est inférieur à 0. Ah oui. KR, c'est l'ensemble des polynômes tels que le degré est inférieur à R. Ok? Et en fait, cet ensemble-là, on a besoin de inférieur ou égal parce qu'on voudrait que ce soit un espace vectoriel. Et on sait bien que si je prends deux polynômes de degré exactement R, quand je les soustrais, ça pourrait donner un polynôme de degré plus petit s'ils ont le même coefficient dominant.
Donc on fait ça. Et en fait, et en plus, ça permet de récupérer 0, dont on a besoin dans tous les espaces vectoriels. Là, j'ai rien démontré. Hein. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? On va dire, je prends un polynôme somme des AK xk. D'accord? Je prends le polynôme somme des AK sur k x puissance k, sur k plus 1 x puissance k plus 1. Ok? Et je dis, tiens, je vais dériver celui-là. Oh, bah tiens, c'est le premier. Donc, le premier est bien l'image de quelqu'un par D. Et on a bien cette égalité-là. Au passage, on voit qu'on peut avoir des applications linéaires qui sont surjectives sans être injectives ou injectives sans être surjectives. On verra tout à l'heure, non plus tard, un critère qui dit si l'espace vectoriel ici est de dimension finie, alors l'injectivité est équivalente à la surjectivité. Mais ici, on n'est pas dans des espaces de dimension finie. Okay. Alors, l'ensemble, voilà, ça c'est mon gros théorème dont on a, voilà, ici, là. L'image de l'espace vectoriel engendré par les xi par U, c'est l'espace vectoriel engendré par les images de xi. Et puis de manière générale, si U est injective, alors l'image d'une famille libre est libre, et réciproquement l'image de... Si en fait toute famille libre est transformée en une famille libre, alors c'est que U est injective. Si U est surjective, l'image d'une famille génératrice est une famille génératrice. Et si on fusionne tout, si U est bijectif, alors l'image d'une base, c'est-à-dire libre et génératrice, est une base, et réciproquement. Si U transforme une base en une base, c'est que c'était une application bijective. Okay, et on continue en fait à séparer, comme on a fait tout à l'heure avec la somme directe et supplémentaire, on sépare encore injectif-surjectif, libre, générateur, mis ensemble, ça fait bijectif, mis ensemble, ça fait base. Okay, démonstration. Alors, donc, bon, voilà, première, alors, démonstration. Donc, l'espace. Ah oui, alors, je le mets en 1, parce que c'est facile, mais ça sert surtout pour la famille générateur, parce qu'on voit bien que c'est une histoire de génération. Hein. Alors, U de l'espace vectoriel engendré par X égale. Ok, donc, je sais pas, a priori, qu'est-ce qu'on va faire là? Oui. Voilà, d'où l'inclusion. Hein. Donc, soit Y, un élément de U de l'espace vectoriel engendré par les xi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que... Alors, est-ce que je peux faire directement l'équivalence? Peut-être que je vais effacer mon soit et je vais mettre des équivalences. Alors, au passage, j'ai vu des fois dans des copies ou dans des cols, les gens qui commencent par un soit, ils font des équivalents... L'enjeu, la force de l'équivalence, c'est de dire en fait tous les Y qui font ça sont équivalents à tous les Y. Enfin, donc vous fixez pas un Y en fait. Okay, on peut commencer comme ça, mais si je mets équivalence, le soit il va partir à la poubelle. Hein. Donc ça veut dire que il existe Z appartenant à l'espace vectoriel engendré par les xi, tel que Y est égal à XZ. D'accord? Donc ça veut dire qu'il existe lambda I pour I appartenant à grand I, tel que Y est égal à U de la somme de lambda I xi. D'accord? Z, c'est en fait la somme de lambda I xi. Ok? Et par linéarité, donc, alors je vais mettre des impliques pour l'instant. Par linéarité, ça fait qu'il existe lambda I. Oui, avant à grand I. Alors, lui, je vais le mettre, il appartient à K puissance I. Hein. Tel que Y est égal à la somme pour I variant de 1 à pour I de grand I des lambda I U de xi. D'accord? Et ça, c'est vraiment complètement équivalent à Y appartient à l'espace vectoriel engendré par les U de xi pour I appartenant à grand I. Ok, alors maintenant, est-ce que je peux mettre des équivalences? Oui, aucun souci. Donc tac, 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 et j'enlève mon soit. Donc Y appartient à l'image l'image par U de l'espace engendré par les xi, c'est équivalent à dire que Y appartient à l'espace qui est engendré par les images des U de xi. Pourquoi il y a un truc là? Je sais pas. Ok, donc voilà, ça fait le premier point. On a donc une double inclusion entre deux ensembles, soit l'égalité des ensembles.
Alors maintenant, si U est injective, alors l'image de U par U d'une famille libre est une famille libre. Donc on va supposer que U est injective. Si U est injective, soit U injective. Ok, alors soit X1, enfin XI pour I appartenant à une famille libre. Ok. Donc soit lambda I pour I appartenant à I, une famille libre de E. Soit lambda I tel que la somme pour I appartenant à I de lambda I U de XI égale 0. Donc je vais regarder si cette famille-là, la famille des U de XI, est libre. Donc je regarde, si je suppose que la somme des lambda I de XI égale 0. J'essaie de montrer que tous les lambda I sont libres. Donc, on a la somme, on a U de la somme pour I appartenant des lambda I XI égale 0. Et donc ça signifie que lambda I, la somme des lambda I XI appartient au noyau de U. Mais le noyau de U, c'est 0 car U est injective. Et donc j'ai une somme de combinaisons linéaires de XI qui est nulle, mais je sais que les XI forment une famille libre. Ok. La somme pour I appartenant à quantité des lambda XI égale 0, et or XI est libre, donc ça nous donne que quel que soit I appartenant à quantité, lambda I égale 0, et donc j'ai pris une famille lambda I telle que la somme des lambda I de X égale 0, ça m'a impliqué que les lambda I étaient tous nuls, donc ça veut dire que la famille U de XI où I appartenant à quantité est une famille libre. Ok. Alors, réciproquement, si l'image par U de n'importe quelle famille libre de E est libre, alors U est injective. Donc en fait, on va prendre une famille réciproquement, si l'image par U de n'importe quelle famille libre de E est libre. Donc réciproquement, si il existe B égale X1, enfin il existe XI pour I appartenant à grand I libre, tel que U de XI pour I appartenant à grand I est également libre, d'accord, réciproquement. Si l'image par U de n'importe quelle famille libre de E est libre, je dois démontrer que U est injectif. Donc je vais prendre un élément du noyau, soit X, un élément du noyau de U. Si l'image par U de n'importe quelle famille. Ah non, alors pardon, c'est pas ça, parce que ça va pas marcher, mais c'est soit si pour tout Xi libre, on a les U de Xi qui sont libres. Ok. Donc soit X est un élément du noyau de U. Alors je vais prendre X, si X est non nul, si X est différent de 0. D'accord, si X est différent de 0. Alors la famille X, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est libre. Donc, vous savez qu'une famille d'un élément, elle est libre, sauf si l'élément est nul. Donc U de X est libre. Donc U de X est différent de 0. Qu'est-ce que vous en pensez? Faux. Donc ça veut dire que X égale 0. Donc si je prends un élément X du noyau de U, il est nul. Donc le noyau de U c'est 0. Et donc U est injectif. Alors plus exactement, le noyau de U contient, est inclus dans 0. Évidemment ça c'est vrai. Donc U est injectif. Ok, donc
attention, c'est peut-être pas très clair là dans si l'image par U de n'importe quelle famille, c'est vraiment ce qu'on a utilisé dans notre démonstration, c'est toute famille libre est transformée en une famille libre par U, alors U est injective. D'accord, c'est pas, il existe. Alors ensuite, si U est surjective, alors l'image par U d'une famille génératrice de E est une famille génératrice de F. Alors là, on va utiliser ça. L'image d'une famille génératrice de E et d'une famille génératrice de F. Donc, supposons que U est soit U surjective, soit E1, EI, ou la garantie une famille génératrice de E. Et donc, je dois démontrer que U de I est une famille génératrice de F. Bon, bah, allons-y, hein. Donc, im de U. Est-ce que j'ai besoin de im de U? Non, je n'ai pas besoin d'im de U. Si. Im de U, c'est égal à F, parce que U est surjective, et c'est égal à l'ensemble des U de X pour X appartenant à E. Et donc c'est égal à l'ensemble des U de la somme des lambda xi pour I appartenant à des lambda EI, pardon, pour I appartenant à grand I, pour lambda I appartenant à K I, puisqu'en fait, tout, comme la famille des U est génératrice, tous les X de E s'écrivent comme une combinaison linéaire de EI. D'accord? Donc là c'est car EI génératrice de E. Ok. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai ici? Eh bien, j'ai l'image par U de l'espace vecteur largeur de Paris. Donc, en fait, ça fait U de la famille des EI. Et d'après ce qu'on a vu ici, U de la famille, U de l'image des EI, c'est en fait, c'est U de la famille génératrice engendrée par les EI, c'est la famille génératrice engendrée par les U de I. Donc, ça nous donne l'espace vectoriel engendré par les U de I pour y appartenir à grand I. Et ça, c'est égal à F. Donc ça, c'est la définition de fait que U de I est une famille génératrice de F. Famille génératrice de F. Parfait. Et il nous reste donc le dernier point. Si U est un isomorphisme, l'image par U d'une base de E est une base de F, réciproquement. Si U est une base de E, machin. Alors on va le faire en deux temps. Bon, je ne commence pas en bas, hein. Même si ça va pas être très long, parce qu'en fait on va utiliser les choses qu'on a démontrées avant. Donc, si U est un isomorphisme, une base est une base. Donc, soit U un isomorphisme, de E sur F. D'accord? Donc, alors, soit B une base de E, soit une base de E. B est une famille libre. Plus U injective implique que U de B est libre. D'accord, ça c'est la première partie. Enfin ça. Ok. Ensuite, U est surjective, donc B est une famille génératrice de plus U surjective implique U de B génératrice de F. Donc, U de B est une base de E. Ok? On a une petite réciproque. Réciproquement, si pour toute base de E, alors s'il existe une base de E telle que son image par U soit une base de F, alors U est un isomorphisme.
réciproquement, donc soit B, base de quelque U de B, c'est une base de F, alors pourquoi est-ce que U est un isomorphe? Pourquoi U est surjective? Oui. On peut faire n'importe quel élément de F avec une base de F, et comme on peut faire la base de F avec une base de 2. Donc en fait on a direct, quel que soit Z appartenant à F, il va exister. Alors B on va lui donner B on va l'écrire E1, il va exister lambda n, sauf que Z est égal à la somme des lambda I U de EI, de 1 de 1 à n, c'est-à-dire est égal à U de la somme pour I variant de 1 à n de lambda I EI, ça appartient à E. D'accord, donc Z appartient à l'image de U, donc F est inclus dans l'image de U, et on sait que la réciproque est vraie, donc on a une qui est surjective. Surjective, oui. Et maintenant, U est injective. U est injective, donc soit X. Alors est-ce qu'on peut utiliser ça? Non. Parce que celui qui est là, c'est pour toute base, alors là, il y en a une. Donc soit X, un élément du noyau de U, soit X un élément du noyau de U. Je vais démontrer que X est nul. Base B de E telle que l'image par U soit une base de F. Bien. Donc on va supposer que X s'écrit somme des XI EI, ou lambda IEI, pour I à partir de 1 à n, car E1 est une base EN, base de E. On va appliquer U, donc on va avoir U de X égale la somme pour I variant de 1 à n de lambda I U de I. On sait que U de X ça vaut 0 parce que U appartient au noyau. Oui? Dans la phrase de conclusion, juste avant la réciproque, c'est donc UB d'une base de F. Donc UB d'une base de F, merci. 0 égale U de X égale, voilà. Et ça en fait, ça va impliquer que lambda I, que quel que soit I, appartenant à une indice n, lambda I égale 0, car U de 1, c'est par U de n, est libre, vu que c'est une base. D'accord? Et donc ça veut dire que X est nul. Donc X égale la somme des lambda I EI, de 1 à n, égale 0. Bilan, ker de U est inclus dans 0 et réciproquement, donc U est injective. En fait, c'est un peu plus long que ce que je pensais à la fin de la démonstration. Donc, heureusement, je n'ai pas serré là. Ok. Bon, voilà. Grosse démonstration. Alors, remarque réciproque pour la surjectivité, je pense que c'est. Bon, vous direz. Retrouver l'image de l'application linéaire de là. Exercice retrouver l'image de l'application linéaire de là. Donc, c'est justement. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que pour trouver l'image ici, il s'agit d'appliquer l'exercice. Hein. Donc vous avez l'image de U peut être égale à, donc c'est U de l'espace vectoriel engendré par E1, E2, E3. Donc qui sont les trois vecteurs de base de R3. Hein. E2 c'est le vecteur 0, 1, 0. Ok, et donc ça va donner l'espace vectoriel engendré par U de 1, U de 2, U de 3, soit l'espace vectoriel engendré par. Alors, donc U de 1 c'est quoi? X est remplacé par 1, Y par 0, Z par 0, donc ça fait le vecteur 1, 1.
U de E2, c'est Y qui est remplacé par 1 et, X et Z par 0, donc ça fait le vecteur 1, moins 1. Et E3, donc ça fait moins 1, 2. D'accord? Donc ici, on a une famille de 3 vecteurs de taille 2. Hein. Clairement, les deux premiers forment une famille libre. D'accord? Ils ne sont pas collinéaires. On sait qu'on est dans R2, le troisième est nécessairement collinéaire aux deux premiers. Hein. Donc les deux premiers forment une base de R2. D'accord? C'est une famille de R2, il y en a deux, donc c'est une base. Si c'est une base, le troisième est une combinaison linéaire. Si c'est une combinaison linéaire, il ne sert à rien. Donc j'obtiens l'espace vectoriel engendré par 1, 1 et 1 moins 1, ce qui me donne en fait R2. Ok? Donc je n'ai pas résolu le système, enfin je n'ai pas résolu un système en me disant quel que soit B, il existe XY, quel que soit B, il existe Y, etc. Allez, donc ça c'était 2-1, donc ça nous a pris quand même quasiment tout le temps. Alors cas général. Voilà, la suite est plus rapide. Alors, déjà, tout à l'heure, on en a un peu parlé. Quand on a additionné l'endomorphisme nul, en fait, on peut additionner des endomorphismes. Enfin, on peut additionner des applications linéaires. Et donc, puisqu'on peut l'additionner, ça veut dire qu'on peut munir l'ensemble des applications linéaires d'une loi, plus, et de même, en fait, on peut les multiplier par points, et en fait, on obtient un espace vectoriel. Ok, donc je n'ai pas défini, mais comment, donc c'est dans l'interprétation, c'est quoi point? Point F, ici, lambda.f, c'est l'application qui à x associe lambda.f de x, où ce point-là, c'est le point, c'est l'application point sur E. D'accord, alors qu'ici, c'est sur L de EF. D'accord? Là, on a un vecteur, f de x est un vecteur, donc c'est l'application, pardon, sur f. Merci. Pareil pour l'addition, hein, d'accord? F plus g, c'est l'application qui à x associe, donc ça c'est toujours sur L de EF. L'application c'est f de x plus, donc sur g, sur f, g de x. Alors ensuite, maintenant on a une nouvelle loi qui s'appelle la composition. Donc pour ça, ça marche bien. Donc si U est une application linéaire de E dans F et que V est une application linéaire de F dans G, alors V rond U est une application linéaire de E dans G. Donc qu'elle soit une application de E dans G, évidemment, U va prendre un vecteur de E, choc il l'envoie dans F, V va le prendre et il l'envoie dans G, donc on revient de E dans G. Donc la question c'est est-ce qu'il est linéaire? Donc ce qu'il faut démontrer, c'est la linéarité ici. Ok? Donc démonstration de la linéarité. Donc, démonstration. Donc on a bien U qui va de E dans F et V qui va de F dans G. Donc ça marche. Alors maintenant, soit x' des éléments de E, lambda prime des éléments de K. Donc V rond U de lambda x plus lambda prime x prime égale V de U de lambda x plus lambda prime x prime. Donc U est linéaire, donc ça fait V de lambda U de x plus lambda prime U de x prime. Ok, ensuite V est linéaire, donc ça fait lambda V de U de x plus lambda prime V de U de x prime. Soit lambda V rond U de x plus lambda prime V rond U de x prime. Donc ça c'est bien la linéarité de l'application V rond U. La réciproque d'un isomorphisme de dans F est un isomorphisme de F dans E. Une démonstration. Donc, oui. On sait que on a un isomorphisme de E dans un réciproque qui va être dans E. Oui. La question c'est est-ce que c'est encore un isomorphisme? Oui. Or, on sait que U rond U-1 est égal à U-1 U est égal à l'identité. Oui. Donc si on ne prend pas comme référence U mais U-1, on peut que l'inverse le réciproque de U-1
Oui. Alors ça marche très bien. En fait, finalement, la seule chose il y a un truc quand même qui est un tout petit peu compliqué, c'est ça. C'est que c'est un morphisme en fait. Démontrer que U-1 est bien un morphisme. Donc tu as raison, hein. U-1 existe, d'accord, car U est bijective. U-1 est bien une application de F dans E, ça aucun souci, d'accord. Et U-1 est bijective, car U-1 rond U égale U rond U-1 égale l'identité. La dernière information dont on a besoin, c'est de montrer que U-1 est un morphisme. Donc, enfin, U-1, alors tout ça, lambda, etc., de lambda x plus lambda prime x prime, on va en mettre des y. D'accord? Ok? Mais en fait, on va utiliser ce y, c'est en fait un u de x, et ce y prime, c'est un u de x prime. Donc ça fait lambda u moins 1 de u de x plus lambda prime u moins 1 de u de x prime. D'accord? Ce qui donne en fait lambda x plus lambda prime x prime, soit encore lambda u moins 1 de y plus lambda prime u moins 1 de y prime. D'accord? Où x, u de x égale y, u de x prime égale y prime. Ça existe parce que u est bijectif. Et donc on a bien u moins 1 qui est linéaire. Deux espaces vectoriels sont dits isomorphes en fait, s'il existe un isomorphisme de l'un sur l'autre. D'accord? C'est une relation d'équivalence en fait. E est isomorphe à lui-même, avec l'identité, s'il y a une dimension finie. Et puis, si E est, en prenant U-1, on obtient un isomorphisme de F dans E, et en faisant U rond V, qui sont des isomorphismes, on obtient un isomorphisme de U, de E dans G, si E est isomorphe à F et que F est isomorphe à G. Donc on a une relation d'équivalence en fait. Alors, théorème de... je vais bien marcher. Ah non, je sais pas ce que je me trompe de bouton. Théorème de bilinéarité, si vous voulez. Lorsqu'on fait la composition, l'application elle est bilinéaire à gauche, elle est linéaire à gauche, pardon, et elle est linéaire à droite, donc elle est bilinéaire. Bon, voilà, ça c'est du calcul. Je ne sais pas si je vais faire un truc. Comme il ne me reste pas beaucoup de temps, j'aimerais bien avancer un peu. Là, il suffit de... Ça, je sais pas... ça se fait quoi. Il suffit d'écrire. Hein. On écrit. D'accord? De fait, hein. Vous vous dites, bon, alors je vais regarder ça, gna gna gna. Bon. Cas particulier. Alors on va avancer vite. Donc, si maintenant je me place dans le cas particulier où F égale E, donc des endomorphismes. Alors L2 avec la loi plus est un groupe commutatif. L2 avec plus ses points, c'est un espace vectoriel, donc ça on le savait déjà. On sait que c'est un espace vectoriel, donc on a un groupe 1. Je peux démontrer d'ailleurs, tout à l'heure. Et L2 plus avec la loi rond, en fait, est un anneau. D'accord? Alors non commutatif par rapport pour la composée. Hein. Voilà, avec cette propriété-là qui font qu'en fait on a ici une algèbre. Okay? Comme pour les matrices, comme pour les polynômes. Alors, est-ce que vous pouvez me donner un contre-exemple pour la commutativité? Donc il faudrait prendre deux applications. Alors, on va les prendre dans R2, hein, parce que dans R, il n'y en aura pas. Oui. En fait, il suffit d'écrire, vous allez voir, ça marche quasiment assurément, sauf si on se plante. Donc si on prend U, l'application KXY, c'est des éléments de R2, hein, associe... enfin, ça n'est... je sais pas... 2x plus 3y et x moins y, par exemple. Et V, l'application KXY, associe, je sais pas, x moins y et x plus y. D'accord? Bon, on va faire le calcul. Qu'est-ce que c'est que U? V rond U de x. Y. V rond U de x, y. Ça va donner, ben, j'applique V
à u de xy, donc ça va me donner x moins y, donc ça fait 2x plus 3y moins x moins y, en virgule, 2x plus 3y plus x moins y, soit en fait, donc 2x moins x ça fait x, 3y plus y plus 4y, 2x plus x, 3x, 3y moins y, 2y. D'accord? Donc ça c'est v rond u de xy, et u rond v de xy, bon j'espère que ça va marcher, hein. Si ça ne marche pas c'est qu'on n'a pas de bol. Hein. Égale, alors donc ce coup-ci on applique ceci à cela, donc on a 2 fois x, donc ça fait 2 facteurs de x moins y plus 3 facteurs de x plus y, et x moins y moins x plus y, voilà c'est bon, ça on a gagné. Donc 2x plus 3x ça fait 5x, moins 2y plus 3y, donc moins y, et x moins x 0, et moins y moins 2y. D'accord? Donc on a bien u rond v qui est différent de v rond u. Pardon? V et I. C'est vrai. Mais bon. T'as raison. On va gagner quelques secondes. Alors, attendez, non, bah si, je peux finir. Je vais déjà très vite. Attention, on définit U puissance n comme U0 égale l'identité, et par récurrence, U puissance n plus 1 égale à U puissance U rond U puissance n. Ok? Quand ça commute, on a les formules du binôme. U plus V puissance n égale 100 pour k moins 1 de k premier U puissance k rond V puissance n moins k. Les petits Bernoulli. Et en fait, quand on est en termes d'endomorphisme, on n'écrira pas. Quand on n'écrira rien, c'est qu'on voudra dire un rond et pas un fois. De même, quand on écrit un n, on parle de rond. Hein. Voilà. Donc ça, je passe. Remarque, je sais pas quoi, démonstration. De manière générale, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez avoir, pour que ça commute, il faudrait prendre des puissances en U, enfin des polynômes en U. En fait, U va commuter avec tous les polynômes en U. En fait, le calcul se trouve au niveau du polynôme. D'accord? Si vous faites le calcul ici avec V qui est égal à 5 pour k moins 0 de AK U puissance k, rond U, ça va vous donner à 5 pour k moins 0 de AK U puissance k plus 1, ce qui est aussi égal à U rond V. D'accord? Alors, le réciproque d'un automorphisme est un automorphisme, donc ça c'est là. Donc, en rajoutant E ici, d'accord, pour vraiment avoir exactement l'automorphisme. L'ensemble des automorphismes univaloirons est donc un groupe non commutatif appelé le groupe linéaire, noté GL2, c'est comme pour les matrices. Et on appelle homothétie l'application qui a x assuit lambda.x. Donc homothétie de rapport lambda, l'application qui a x assuit lambda.x. Et en fait, un agrandissement par un facteur lambda. C'est un automorphisme. Alors pour demain, 479 et 480. Sur les groupes, il y avait des exercices un peu au-dessus, quoi. Oui. Demain, le cours est plus court, donc on aura le temps de faire des corrections d'exercices.